Moi j'ai remarqué qu'il est fréquent que dans les soirées contes comme ça, ou dans les histoires qu'on se raconte, il y a des histoires de loups. Alors moi j'ai une histoire de loup, mais un loup assez particulier. C'est un loup qui a une formule assez singulière, c'est que lorsqu'il aperçoit une proie, il appelle, il dit « Attends-moi, je vais te manger ». Ce matin-là, il sort du bois. Il la voit là-bas, tout au fond du pré, un mouton. « Hé, mouton, attends-moi, je vais te manger. » Ben, le mouton, quand il entend ça, Moi, un loup comme ça, je l'attends. et le loup, il s'approche du mouton. Quand il est à côté du mouton, le mouton le regarde comme ça, il dit « Garçon, t'as pas l'air trop fut-fut. Ouais. La magie du mouton pour un loup, c'est quand même pas très original. Surtout quand on sait que moi, je suis mouton, danseur étoile. Ah bon, parfaitement, il y a plein d'animaux qui viennent me voir danser dans la prairie. Ah ouais? Mais oui, tu veux que je te montre? Je veux, oui. Il commence à faire quelques pas de danse, le loup, le mouton, puis quelques entrechats. Et en dansant, comment dire, on descend des cercles de plus en plus grands, mais comment dire, de moins en moins géométriques. Ce qui fait que, au bout d'un moment, plus de moutons. Du coup, il attend un jour, 2 jours, 3 jours. Au bout du 3e jour, il dit que je suis bête, moi. Il ne reviendra pas. Alors il fait une chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Pardon. Il dit, la prochaine bestiole qui passe, moi, je la mange. Là, il a fallu attendre quand même une bonne semaine. Il venait juste de sauter dans le clos. Une chèvre. Hé, la chèvre, attends-moi, Je vais te manger. La chèvre, quand elle entend ça, Moi, un loup comme ça, je l'attends. et quand le loup se trouve devant la chèvre, elle le regarde, il dit, mon garçon, je ne veux pas te faire de peine, mais tu sais, aujourd'hui, manger de la chèvre, c'est pas très tendance. Voilà. La chèvre, c'est dur, c'est plein de nerfs. Non, moi, ce que je te propose, c'est de manger du chevreau. Ça, c'est beaucoup plus tendre, et si tu veux, j'en ai chez moi, je vais le chercher et je te le ramène. Ah ouais, parfaitement. Attends-moi près de l'arbre, je reviens. Et la chèvre s'en va. Il attend. Une semaine. 2 semaines. 3 semaines. Au bout de 3 semaines, je suis bête, moi. Il ne reviendra pas. Alors là, il fait une chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il pose sa patte par terre, il crache dessus, il fait ce qu'on appelait plus tard le pacte du loup. La prochaine bestiole qui passe, j'ai tout compris. Sauf que là, ça s'est passé juste derrière les écuries. Il est sorti. Un cheval, mais pas n'importe quel cheval, genre jarolé amélioré, avec un fessier énorme. Sauf que le loup, il a fait le pacte. Il n'y a rien de pire à ses yeux que de passer pour un parjure. Donc, il l'appelle. Pas fort. Cheval, attends-moi, je vais te manger. Alors là, le cheval, il éclate de rire. Mais j'ai essayé de le faire sans mais il éclate de rire. Mais alors ça, mon pauvre. Et Moi, un loup comme ça, je l'attends. du coup, le loup s'approche du cheval. Le cheval le regarde et dit, alors ça, garçon, toi, tu m'épates. Moi, cheval, être mangé par toi, un loup, alors que j'aurais pu très bien terminer ma carrière sur des marquettes à Carrefour. Non, mais tu es sûr que tu peux manger du cheval? Non. Non, parce que il y a des animaux, ils peuvent manger du cheval, d'autres pas. Ah bon? Parfaitement. Et moi, si tu veux, pour vous les prédateurs, j'ai fait une liste. Sur la colonne de gauche, il y a ceux qui peuvent manger du cheval,
et sur la colonne de droite ceux qui ne peuvent pas manger du cheval. Et si tu veux la voir, cette liste, je l'ai accrochée à mon derrière. Du coup, il s'est levé, il est passé derrière. Et là, la liste, il n'a pas eu, ça fait un grand... Donc, ceux qui connaissent un petit peu, pardon, je me suis un petit peu mon parcours ces dernières années, en dehors d'être conteur comme ce soir, pendant longtemps j'étais aussi accompagnateur en montagne, même si j'y vais encore souvent. Et souvent on faisait des réunions entre les accompagnateurs de la Haute-Ariège et les accompagnateurs du Couserans. Et quand on se retrouvait comme ça, il me parlait souvent d'un endroit qui, pour moi, rien que le mot semblait un peu magique, la Crète des Antiques. Du coup, moi, je voulais à tout prix savoir comment ça se passait là-bas, en Couserans. Et ce soir-là, on avait été invité à faire une soirée conte, justement, au refuge des Estagnous, pour ceux qui connaissent. On a pris le Montvallier, on monte aux Estagnous, on fait la soirée, belle soirée, et la nuit aussi. Le lendemain matin, bien sûr, on se fait quand même la petite ascension du Montvallier. Par contre, pour la redescente, on a prévu de descendre par le col de Picous et par la vallée du Muscadet pour arriver à l'étang de Midouka. Cette magnifique paroi de granit qu'on a fait, qui va lentement descendant, nous a mené juste au bord du lac de Midouka, où était assis un jeune homme, un jeune homme de 90 ans, voilà, avec une belle moustache blanche, les cheveux gris. Et bien sûr, quand on est à la croisée, la première chose qu'on fait en montagne, bien sûr, c'est qu'on entame la discussion. Et au bout d'un moment, moi, ça tombait bien que je le trouve, cet homme, parce que je voulais savoir pourquoi. Pour quelle raison on appelle cette crête-là qui monte vers le Vallier, pourquoi on l'appelle la crête des Antiques? Oh, d'abord, c'est pas la crête des Antiques, c'est la crête des gouailles antiques, des brebis antiques. Non, puisqu'on raconte dans son histoire, c'est des couillonnades, quoi. Une histoire qui se raconte le soir à la veillée, quoi. Bon, voilà. Mais je comprends. Mais enfin, l'histoire, elle dit quand même que ce jour-là, vous avez vu ce caillou, là-bas, tout au bout du lac, mais il y avait un ancien, un peu de mon âge aussi. Il était tranquille, là, et là est arrivé le Knoukness. Ah, vous ne le connaissez pas. Ce type, qu'on dit, toujours en train de râler, de se disputer avec tout le monde pour des histoires incroyables, souvent même en train de piquer des moutons dans d'autres de ses troupeaux. Mais quand il est passé devant le vieux monsieur, il n'a même pas salué. Par contre, l'homme s'est dit « Bonjour monsieur », a dit l'ancien. « Ouais, bonjour. Mais vous allez comme ça, à quel endroit ?»« Je vais au Vallier avec mes chiens, mes brebis. » « Mais vous allez au Vallier, si Dieu le veut. » Moi, si Dieu le veut. Mais j'en ai rien à battre, moi, de Dieu. Mais je ne crois pas, moi, à Dieu. Si moi, je suis Knoukness, et si je veux monter au Vallier, je monte au Vallier. Et personne ne m'en empêchera. Et voilà parti. Il y a des soirs comme ça, où on n'a pas de chance. Il se trouve que ce personnage qui était là, au pied du caillou, c'était Saint-Pierre, qui avait été envoyé ce jour-là par le bon Dieu pour voir ce qui se passait un petit peu dans la Haute-Ariège. Du coup, le Knoukness, au bout de 2 heures de marche, les jambes lourdes, alors que lui était habitué à crapahuter des heures et des heures en montagne. Mais bon, c'est pas ça qui va l'arrêter quand même. Il continue à marcher, puis là, au bout de 2 heures encore, c'est les épaules. On dirait qu'il a des tonnes de cailloux dans le sac à dos. C'est tellement lourd. Il y a beaucoup de peine à continuer à marcher. Et là, commencent à arriver des nuages noirs, de plus en plus noirs, de plus en plus épais. Il faut continuer à marcher. Il est Knoukness, il veut aller. Les yambous. Vous connaissez les yambous? Les genévriers qui piquent les moulins. Et là, ce nuage qui est de plus en plus noir, un éclair. Et tout ce petit monde, les chiens, le berger, les brebis, tout ce petit monde transformé en pierre.
c'est depuis ce temps-là qu'on appelle cette crête la crête des antiques breviers, la crête des goyes antiques. Mais vous savez, moi je crois pas à ces histoires de billets comme ça qu'on raconte. Puis moi, monsieur, aussi, il faut que je mène aussi mon troupeau vers le col de Pécousse, parce que moi, je passe par la crête des Antiques. Et je vais partir, je vais vous saluer, monsieur. Et le voilà, je vois partir et qu'il va s'approcher du caillou, justement, qui est au fond du lac, là. Et quand il s'approche du fond du lac, du caillou, je le vois lentement se signer. Et là, avec curiosité, je prends mes jumelles et je regarde son visage et il m'a semblé lire sur ses lèvres, si Dieu le veut. La prochaine histoire que je vais vous raconter, c'est vraiment un jour à domicile, là, hein, parce que vous avez certainement entendu la phrase d'un empereur qui s'appelait Napoléon, qui disait « L'Ariège fournit des hommes et du fer. Les hommes pour la guerre et le fer pour fabriquer les canons. » Et ce fer, vous savez tous, bien sûr, pour la plupart, d'où il venait. Voilà, des mines de Rancier de Seine. Il se trouve que il y avait une sacrée particularité que c'est seulement les habitants de Seine, de Goulier et d'Aubier qui avaient le droit de travailler dans cette mine. Seulement imaginez l'hiver pour passer le col de Risoul là-bas, avec 1,50 m de neige. Du coup, eh ben, l'hiver, il faisait autre chose, quoi. Il s'occupait à faire des paniers à noter, par exemple, à préparer aussi le terrain quand la neige était déjà un peu partie, à préparer le terrain pour les futures cultures du printemps. La particularité aussi, c'est comme les hivers étaient très longs, il y avait beaucoup d'enfants à Goulier. Voilà. Des familles de 6 à 7 personnes. Et ce jour-là, il y a le père Nan qui était en train de trafiquer son jardin dans la grande plaine de la Croix de Massot. Il y a le grand l'aîné qui est arrivé en courant et qui a dit « Hey, papa, ça y est, maman vient d'accoucher de cette femme. » Alors là, comment ça se prend dans la tête, mais comment je vais faire? Donc, ce que faisaient beaucoup de paysans à l'époque, c'est qu'ils essayaient de gagner sur la nature, de gratter, de bêcher, d'enlever des souches d'arbres, des cailloux, grignoter pour avoir un peu plus de terrain pour faire pousser leurs quelques légumes. Ça s'appelait les artigues. Et un jour, en tapant comme ça, dans la neige, dans la terre, il a tapé sur un truc en ferraille, une pote en ferraille, sur lequel il y avait une inscription pleine de terre. Et là, il a essuyé avec sa main, avec ce mouchoir, et il dit « Je suis le génie des montagnes. » Oui, c'est ça, oui. Et moi, je m'appelle Nan. Oui, mais garçon, tu m'as délivré de milliers d'années enfermé dans cette boîte. Eh bien, écoute-moi, tu as droit à faire un vœu, il sera exaucé. Mais il ne croit pas, non. Mais vous voulez dire que si par exemple, je vous demande une grange remplie de pièces d'or, vous me donnez une grange remplie de pièces d'or? Oui. Et si je vous demande un troupeau de 300 vaches, vous me donnez un troupeau de 300 vaches? Oui, exactement. Mais c'est l'un ou l'autre, c'est un seul vœu, quand même. Alors ça, là, il commence vraiment à y croire, là. Et c'est génial, ça. Et il y a peut-être une condition. Ah! C'est bien de m'en parler, parce que finalement, il y a une clause au contrat. La clause du contrat, c'est que, tu vois, en fait, ton plus proche voisin, il en aura le double de ce que tu demandes. Ah, qu'est-ce que c'est qu'une des types? Non, mais tu le crois? Mais ce type, je le déteste. Il est toujours en train de se disputer pour les droits de passage et les droits de division. Mais non, pas lui, non. Ça peut pas être mon copain qui est un peu plus haut.
Donc, je veux dire que si, par exemple, moi, j'ai une grèche remplie de pièces d'or, il a 2 grèches remplies, eh bien, oui, t'as compris, oui. Et si tu me mets trop sa vache, il a 6, eh, voilà, t'as tout compris aussi. Mais c'est quand même rien que ce que tu me demandes. Et ça pourrait pas être mon copain qui est 3 maisons dessus. Ah non, non, la clause du contrat, c'est là, ton proche voisin. Non, mais c'est pas rien quand même. Tu te rends compte de ce que tu me demandes. Je réfléchis, mais ça y est, j'ai trouvé. Éviter. Crève-moi un œil. Alors, on va faire un petit point géographique. Vous êtes bien sûr tous au courant que cette route qui passe à Tarascon... Pardon. Heureusement que j'ai mon prompteur personnel. Oui. Ok, rien n'avait changé. Le petit village de Marmignolles demeurait... D'abord, je tiens à préciser quand même que je dédie cette histoire à un couple qui est parmi nous ce soir, que je connais depuis longtemps. Rien n'avait changé. Le petit village de Marmignolles demeurait comme un siècle auparavant. Il y avait toujours la mairie dans la cour de l'école, il y avait toujours le bistrot, épicerie, coupe-cheveux et de vieilles publicités peintes sur les murs. Les ruelles de Marmignolles pas très droites, avec des creux, des bosses, mais pas de traces. Que ce soit de pas ou de pneus, plus aucune trace. Le silence dans tout Marmignolles.
Quand le soleil faisait son apparition, on voyait les mains sortir des fenêtres et fermer les persiennes. Mais qu'avait donc-il à craindre à Marmignolles? Le soir, on a vu s'approcher un hélicoptère bleu. Et là, on est descendu et leur a dit 3 mots. Surcharge d'électricité. Et l'hélicoptère s'est refaufilé. C'était donc ça. Une surcharge d'électricité s'était introduite dans tous les foyers et du coup avait fait péter toutes les télés. Vraiment, on était bien embêtés à Marmignolles. Je veux dire qu'à cette époque-là, on sortait du ventre de sa mère avec une télécommande. Et si ça ne te plaît pas, t'as qu'à mettre la 2. Du coup, tous, hommes, femmes, enfants, tous se sont réunis dans la salle de la mairie, la petite salle de la mairie, pour essayer de trouver une solution. Et ils ont échangé quelques mots, pour certains quelques phrases, pour certains des phrases carrément entières. En résumé, on ne pourrait pas rester comme ça, Marmignolles. Retrouver des télés, c'était relativement facile. Mais retrouver l'électricité là, au creux des montagnes, mais ça pourrait prendre des semaines, voire des mois. Alors il y en a un, il était là, à côté de la fenêtre, là, il disait rien. Il disait rien, mais il avait une idée. Il est sorti discrètement du bistrot épicerie coupe-cheveux, il est rentré chez lui. Si ses souvenirs étaient exacts, c'était en haut des escaliers, sous les vieux sommiers, sous les toiles d'araignée, ça respirait. Du coup, il l'a descendu à la cuisine, l'a alimenté un peu, et ça marche. Ça marchait tellement fort que ses persiennes ont volé en éclats, et qu'il a crié à qui voulait l'entendre dans tout Marmignolles, la solution est dans les greniers. La solution est dans les greniers. Alors tous, hommes, femmes, enfants, tous sont montés dans les greniers. Et sous les escaliers, sous les vieux sommiers, sous les toiles d'araignée, tous au moins en avaient une mini, qui suffisait de descendre dans la cuisine, d'alimenter un peu pour que la bouche s'ouvre. Que de cette bouche décollent des mots. Et que ces mots fassent des phrases. Et que ces phrases fassent des histoires. Des histoires qu'on n'avait jamais entendues, mais qui nous semblaient tellement présentes. Alors écoutez bien. Parce qu'il y en a, ils avaient 2 mémés à la maison. Du coup, double ration d'histoire. Quand il y en a une qui était fatiguée, l'autre elle prenait sa place à coup de canne. C'est mon tour. Des histoires de toutes les couleurs, des histoires de toutes les saveurs. Et là, il y avait aussi une mémé vieille, mais vraiment très vieille. Alors on appelait le tonton, le plus costaud, comme ça, il la prenait dans ses bras, et il la posait dans un rocking chair. Et du coup, ça donnait du rythme à l'histoire, oui. L'histoire qui se transmettait comme ça, de chien à chat, d'arbre à feuilles, l'histoire incroyable. Et d'un seul coup, les habitants de Marmignolles se sont retrouvés avec des mots plein la tête. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des mots plein la tête? Eh bien, on fait sortir ces mots. Les hommes sont sortis dans les rues et les mots sortaient entre eux. Les femmes sont sorties dans les rues et les mots sortaient entre elles. Les enfants, là-bas, sur le tas de sable près de la mairie. Il faut dire que le sable, ils écoutaient d'une oreille distraite les mémés. Les mémés et leurs histoires chantées. Monsieur le maire, qui décidément était plein d'initiatives et en fait avait retrouvé les clés de la mairie, a décidé qu'à partir de ce dimanche, on ferait le premier vide, mémé. On a noté au passage que M. Trépied, le charcutier de Marmignolles, n'avait pas très bien saisi le système du vide mémé. C'est dommage. Il suffisait simplement de mettre dans la cour de la mairie des chaises. Et de choisir, d'emprunter quoi, histoire d'avoir de la nouvelle parole à la maison. Alors écoutez bien celle-là. Il y en a, ils se débrouillaient pour avoir 2 mémés de la même famille. Pour peu qu'elles connaissent la même histoire. Ils les mettaient à chaque bout de table et du coup ils avaient la stéréo, les histoires qui se transportaient de chat en chien, d'arbre à feuilles. Et même ils ont commencé à retrouver leur électricité. Et un soir,
On a vu hélicoptères, plusieurs, une dizaine d'hélicoptères s'approcher dans chaque maison un carton télé. Les habitants de leur maison, ils ont parlé. Les habitants de Normandie ont regardé les cartons, ils sont rentrés chez eux. Et le lendemain matin, devant la maison, il y avait toujours les cartons. Mais dedans, non, mais. Les enfants ont vu une dernière fois les mimi sortir les cartons et monter là-bas, sur la colline. Non pas pour raconter des histoires, non. Quand elles sont arrivées à nous de la colline, elles ont ouvert la bouche, mais c'est du lierre qui sortit. Beaucoup de lierre. Il y avait tellement de tiges, tellement de feuilles, que les enfants, ils n'ont pas retrouvé leur mimé. Et qu'à la place, il y a des pierres, un tas de pierres. Et aujourd'hui encore, quand on va placer sa main sur ce tas de pierres, on sent comme de la chaleur. Donc on va refaire un petit point géographique qu'on avait démarré tout à l'heure. C'est du direct. Oui, donc quand on prend cette fameuse route qui passe à Tarascon, les cabanes, immanquablement, cette route qui va nous mener vers tout est détaxé, et obligatoirement on va passer à Axe-les-Thermes. Juste après être passé à Axe-les-Thermes, sur la gauche, il va s'ouvrir une vallée, la vallée d'Orlu. Au fond de cette vallée d'Orlu, les forges d'Orlu. Au-dessus de ces forges d'Orlu, l'étang de Naguille. Autour de cet étang de Naguille, une forêt, la forêt de Naguille. Et à une époque, il y a fort longtemps, se lissait dans ces contrées la bête de Naguille. On n'a jamais su si c'était un ours, voire un croisement des deux. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Firmin. Firmin qui, ce soir-là, donc Firmin qui était sur forgeron à la forge d'Orlu, ce soir-là, il était invité à la noce. Il était invité à la noce à Mérens-les-Vals. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu la configuration de ces vallées, quand tu es au fond d'Orlu et que tu dois aller à Mérens, je ne te raconte pas, tu es obligé de passer par Axe-les-Thermes. Sauf que le père Firmin, lui, il connaît tous les sentiers depuis qu'il est tout petit, il parcourt ces chantiers. Il connaît les sentiers qui, quand tu pars de Mérens, tu peux passer par le col de Joux pour rentrer plus vite à la forge d'Orlu. Donc il se dit, bon, ce soir, quand je vais descendre, je vais passer par Axe-les-Thermes, et puis pour le retour, je passerai par le col de Joux. Donc voilà qu'il met ce chemin sous ses pieds, et il marche, il faut un moment quand même pour partir pour Orlu, Mérens, par la route de 3 heures, il marche, et puis il arrive à l'endroit où a commencé déjà la fête. Du coup, la fête a été belle. Ah oui, on a bien chanté, on a bien dansé, on a bien mangé, on a bien picolé aussi. Et sur les coups, quand même, de minuit, 1h du matin, ici, quand même, demain, il faut pasturer les bêtes, il faut rentrer du bois, il y a du travail. Je vais reprendre le chemin pour le col de Joux. Et voilà parti, une belle nuit. Sauf qu'au bout d'1 heure, et ça à l'époque, il n'y avait pas de possibilité de prévision météo, un truc est tombé comme ça, boum, plombé. Un genre de truc, quand tu tiens la main comme ça, tu vois pas le bout de tes doigts. Le brouillard, pire ennemi de tous les montagnards. Mais bon,
Et il est obligé d'avancer. S'il s'arrête, il va y péter, là, de froid. Donc il marche. Il continue à marcher, et là, on va dire, il va rentrer dans la forêt de Nagui. Donc aussi, pour ceux qui connaissent la forêt de Nagui, des êtres immenses, très très gros, mais bon, il faut qu'il marche. Et le être, non seulement il fait nuit, mais en plus il y a les feuilles. C'est vraiment une obscurité totale. Mais il ne fait pas le malin. Et à un moment donné, une empreinte de loup ou une empreinte d'eau. Ah! Les garçons, qui croient-ils que je sois, moi? Vous êtes quand même pas... Mais bien sûr, je suis la bête de Nagui. Vous allez quand même... Mais bien sûr, je vais te dévorer. Ah non, pas moi. Non, pas moi, parce que je viens juste de me marier, vous comprenez. Je viens d'avoir juste un petit bébé aussi, ce serait dommage. Mais par contre, si vous voulez, j'ai un truc à vous faire goûter. C'est une friandise de ma spécialité, je vous la recommande. Alors, le mot friandise, déjà, ça sonne bien à l'oreille de la bête. Après réflexion, je dis après tout, et on va manger la friandise, et après, pour le dessert, moi, je vais le forgeron. Sauf que, vous savez, la friandise, il faut que je la fabrique, il faut qu'on aille à la forge, en bas, à Orly. Ouais, allez, on y va. Bras dessus, bras dessous, il descend vers la forge d'Orly. Et là, quand il arrive à la forge, ben, Firmin, il rallume son charbon de bois, et puis, tu vois la bête, là, il y a la poignée, c'est pour le souffler. Tu tires parce que ça va chauffer. Et là, la barre qu'il a mis dans la forge, comme ça, devient toute rouge. Mais tellement elle est rouge, et tellement elle est chaude, et même elle devient même blanche. Et la bête qui s'impatiente. Alors, elle arrive, cette friandise, oui, alors là, je t'avertis, c'est le genre de truc, si tu veux l'apprécier, il faut la voler cul sec. Bon, allez, un peu moins de tir, et de remarque. Vas-y, la voilà. Alors il te prend une grande paire de tenailles comme ça, et puis il te balance ça dans la gueule de la bête. Et alors les bruits d'oreilles restent-moi à côté, vous passerez. Mais ça brûle, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut quand ça brûle? Mais bien sûr, il boit, parce qu'il a coule d'Oriège juste au pied des forges d'Orlu. Il boit tellement qu'il assèche l'Oriège. Oui, parfaitement. Mais ça brûle encore, et là, il voit une source, là, un peu sur la butte qui monte. Il rampe, il boit. Une autre source, il boit, et plus il monte, et plus il boit. Et puis là, à un moment donné, une immense vasque comme ça, un jet de flotte qui sort, puis alors, il réunit cette dernière force, il rampe, il appuie, il boit, et paf! Ça éclate, et là, l'eau remonte sur les bords, puis redescend, puis se calme. Depuis, cet endroit est appelé l'étang de la bête de Nagui. Et puis, cet étang, maintenant, on l'appellera l'étang, parce que les mots disparaissent maintenant. Tout ça pour vous dire que c'est une chose dont on doit se méfier quand on est surtout dans la montagne. C'est pas de la pluie, c'est pas de la neige, c'est pas du froid, mais c'est de l'ennemi, le pire ennemi montagnard, c'est le brouillard. Voilà. Ce jeune curé, on n'a jamais su ce qu'il avait dû faire pendant son séminaire, mais il a dû en faire une grande parce qu'il a été muté d'entrée
dans un endroit assez perdu dans la vallée que certains connaissent bien. C'est le fond de la vallée, et là où il y a la paroisse de Marc, la chapelle de Marc. Et ce jour-là, en rentrant d'une petite balade, quelle ne fut pas sa surprise de trouver garée devant son presbytère une grosse BMW moto et un motard qui descend de cette moto, qui enlève son casque. Monseigneur l'évêque, alors là, si je m'attendais à votre visite, l'évêque de Pamiers, quand même, vous auriez dû me prévenir. J'aurais préparé quelque chose, vous savez. Mais enfin, mon garçon, moi là, je suis en période des vacances, je fais le tour un petit peu de toutes mes paroisses pour voir si tout le monde va bien, quoi. Oui, mais enfin, quand même, vous savez, je n'ai pas grand-chose à vous proposer. J'ai un fond de soupe, mais c'est pas grand-chose, vous savez. Surtout que ma bonne Germaine, elle est partie depuis 2 mois et qu'il ne me reste plus que Sébastien. Et Sébastien, comment dire, il peut, mais il peut peu. Voilà. Je sais pas grand-chose avec Sébastien, mais enfin, bon, écoutez-moi. N'a-t-on pas décidé de fait vœu de pauvreté? On va manger ce que tu as, faire-nous la soupe. Il rentre dans le presbytère, une table rudimentaire, des chaises à moitié empaillées, des verres Duralex, des assiettes Arcopal, le dénouement est tout complet. Et il se trouve que Sébastien, lui, dans la cuisine, il avait entendu un petit peu la discussion. Donc, il a préparé dans une grande soupière le fond de soupe qui restait, et à l'intérieur de la soupe, une magnifique louche en argent ciselé. Il faut dire que, comment dire, Sébastien, s'il venait juste d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Et quand il est rentré dans la salle à manger pour s'approcher du monseigneur l'évêque et du curé, l'évêque a regardé comme ça. Alors on n'a jamais su s'il parlait de la louche ou s'il parlait du jeune homme. Mais où as-tu déniché pareille merveille? Eh ben, c'est le repas, c'est comme ça, de paroisse en paroisse. Bon. Donc du coup, le Seigneur est bien plus intéressé à rester un peu plus longtemps. Fais-moi visiter le presbytère. Bon, vous savez, le presbytère, il n'y a pas grand-chose. On va monter à l'étage, voir ma chambre. Et là, ils ouvrent la chambre. Le lit posé sur quelques clés, sur quelques palettes. Une table de nuit avec un cajot, un petit Sinestro, un petit Velux. Pas grand-chose. Et puis, il redescend de la chambre, et puis là, qu'est-ce qu'il y a là derrière cette porte? C'est un petit peu délicat, voyez-vous, comment dire, ces jeunes, quand on veut les garder, c'est bien quand même qu'on leur conserve leur intimité. Écoute-moi, je veux voir comment est logé tous les habitants de ma paroisse. Alors, ouvre-moi cette porte. Il ouvre la porte, et là... Grande dressing, jacuzzi, bar, grand canapé. Bon, et puis il referme la porte et il repart. Il va pour enfourcher la moto et le voilà parti. Le soir, quand il se retrouve avec Sébastien, le plus jeune curé, il dit, mais on va manger la soupe, mais pour manger la soupe, il faut qu'on trouve la louche. Il cherche la louche, pas de louche. Le repas est fini, avant de se coucher, on va essayer de trouver la louche. Il cherche toute la soirée, pas de louche. La nuit porte conseil, demain matin, on trouvera la louche. Le lendemain matin, il cherche partout dans toute la... pas de louche. Du coup, le jeune curé prend un papier, un crayon, il écrit « Monseigneur, depuis que vous êtes passé à la paroisse, au presbytère de Marc, notre magnifique louche en argent ciselée a disparu. Je ne dis pas que vous avez emprunté la louche. Je ne dis pas non plus que vous n'en avez pas emprunté, mais ce que je dis, c'est que depuis que vous êtes passé, la louche a disparu. C'est bien envoyé à la poste. » Ah, la réponse ne s'est pas fait attendre longtemps. Non, non. Il se trouve que 2 jours après, avec une enveloppe est arrivée avec le cachet et le greffier, il ouvre. « Mon fils, je ne dis pas que tu couches avec Sébastien. Je ne dis pas non plus que tu ne couches pas avec Sébastien, mais je dis que si tu couches dans ton lit, tu aurais retrouvé la louche. »
Ah, il est parti. Les vieux. Les vieux l'avaient bien dit que l'hiver, la guerre, n'amènerait rien de bon dans cette vallée de Bethmal. Ce matin-là, on a vu le diable, le démon, Lucifer, Satan, monter sur son vélo, grimper la côte de la côte. Bon. Les grands-mères qui étaient assises sur le banc, quand elles l'ont vu passer, elles ont fait le signe de croix. Mais elles étaient tellement contentes, elles savaient qui il allait chercher. Obid. Obid, qui est le plus grand ivrogne de la vallée. Un gueulard, ça arrive aussi en train de chercher des noix à tout le monde. Ce qui fait que quand Satan est arrivé chez Obid, il a posé son vélo contre la fenêtre, et puis il est allé rentrer chez Obid, il a dit « Obid, je viens t'annoncer que tu as gagné un voyage tout feu, tout flamme aux enfers. Voici le contrat. Signe en haut, signe en bas, signe de l'autre côté. Je ne sais pas écrire. Mais c'est pas grave, Obid, mais c'est pas grave. Fais ton sang avec mon sang mêlé, t'as une aiguille. Ton sang et mon sang mêlé, une aiguille. Mais n'importe quoi. Il t'a pris le diable par la cravate, comme ça, et tu lui as aligné une série de coups de poing dans la tronche, la plus grande raclée que Lucifer était pris depuis qu'il était prince des enfers. Alléluia! Oui, alors là, si vous voulez, on va faire ce qu'on appelle un compte à participation. Voilà, quand je vais commencer à crier Alléluia, allez-y, faire totalement laïque, hein, et crier, et disons, répéter après moi, Alléluia. La plus grande raclée que Lucifer ait prise depuis qu'il était prince des enfers, Alléluia! Alléluia! Alors inutile de vous dire qu'à frapper comme ça sur quelqu'un, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il se retrouvait par terre. Et là, Obid, il est allé se changer, mettre son grande redingote, son magnifique chapeau, sa belle écharpe. Il est revenu vers le diable qui est sorti de son semi-coma. Obid il a dit, écoute-moi garçon, aux enfers, on boit pas. Les enfers, on boit pas. On fume. Ah bon, mais quand même, on ne va pas partir sans boire un coup. Et là, il va tendre sa main comme ça, il y a une bouteille avec de l'eau de lune. Il sert 2 verres. Drink. Santé. Et là, quand le diable, il boit le quart, du 10e, de la moitié de ce liquide, ça monte. Puis ça descend, puis ça remonte comme un millier de briques de cathédrales consacrées. Mais qu'est-ce que ça fait? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, écoute, je sais qu'il y en a qui font de l'alcool avec des patates, moi, eh bien, j'ai fait de l'alcool avec des verres de taille ou d'autres types.
De l'eau. Ah, de ça non plus, je n'ai pas. Alléluia. Alléluia. Du coup, au deuxième verre, ça c'était pas ça encore. Hein. Le diable, il a encore toussé une bonne fois. Et puis au troisième verre, il commençait à se faire au goût. Au quatrième verre, il a commencé à danser dans la cuisine, danser la gigue dans la cuisine. Au cinquième verre, on l'a retrouvé décalqué à mon second. Au sixième verre, il s'est retrouvé par terre. Il a dit: Hobbit, je crois que je vais être malade, c'est où les toilettes? De ça non plus, il n'y en a pas. Alléluia. Alléluia. Alors, vous savez que le septième, le huitième verre, le neuvième verre, il a bu tout seul. Il a bu tout seul. Oui, sachant que le diable, il était couché sur la table. Alors, que voulez-vous qu'il devienne? Que voulez-vous qu'il devienne, lui? Dieu n'avait jamais voulu de lui, et le diable venait de le laisser tomber. Du coup, il est devenu une âme errante, un esprit. Le genre d'esprit que vous rencontrerez les soirs de cuite. Il lèvera son verre à la santé de la vie, de l'amour, de la joie, et un petit verre avec ça. À la santé de la vie, de l'amour, de la joie, et un petit verre avec ça. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Alléluia. Alléluia. Pour certains, parce qu'on avait fait une affiche. Sur l'affiche, une petite ligne toute petite, écrit très fin, parce que ce soir, en fait, on a fait c'était ouvert à tout le monde, mais on a décidé de passer avec un chapeau. Avec un chapeau, parce que, voilà, juste pour venir participer, en conscience, si vous avez aimé cette soirée, mais voilà, faites-nous le savoir à travers de ce que vous donnez cette soirée. Dans ce chapeau, il est où le chef du chapeau là? Il est là, regarde, sur le bas. Allez, on va passer entre vous. Allez, on ne bougera pas sans une autre. Encore avec l'histoire. On ne bougera pas sans une autre histoire derrière. On ne bougera pas pour balayer. Oui. Non. Quand le chapeau il revient, on fait l'histoire. C'est pas derrière moi. Bon, alors, la demande générale. Ouais. Jusqu'au bout, là. Gilou. Gilou, sur ses 15 ans, était au lycée, était au collège à Ville-de-Sceaux. 15 ans, c'est la période où on cherche son orientation future pour son futur métier. Et les professeurs de Gilou lui ont dit: écoute, vu tes notes qui ne sont pas quand même géniales, vu que tu es déjà quand même dans le milieu agricole, hein, tes parents nous ferment déjà. Ben écoute, nous, ce qu'on te conseille, c'est de t'orienter vers le lycée agricole de Pamiers. Ce qui fait que, par contre, les parents, ils ont dit: oui, mais attendez, le lycée agricole de Paris, c'est pareil quand même, il faut... c'est une pension, il faut... Oui, mais attendez, les professeurs ont dit: écoutez, les fils d'agriculteurs ont droit à des bourses. Des bourses, quoi.
Et ben, du coup, à la rentrée en septembre, ben, il se retrouvait à Pamiers. Il a passé sa première semaine au lycée agricole de Pamiers. Quand il est rentré à la maison, il était tout content. Tu sais, je me suis fait de nouveaux copains, papa. Et il semblerait que nous, on serait quand même pas trop mal placés au niveau agricole dans la série, on est pas mal. Par contre, tous mes copains ont des toilettes à la maison. Oui, parce qu'il faut dire que chez Gilou, c'était... Voilà, je vois qu'il y en a qui sont de la génération Cagadou, une cabane, il faut du jardin, oui, bien sûr. Oui. Du coup, Gilou lui a dit, papa, tu sais, ce serait bien que tu construises le lycée à la maison. C'est une arrivée d'eau, un bâti, une évacuation d'eau, c'est pas rien quand même. Non, il n'était pas trop décidé. Non, il pas trop. Surtout quand on connaît les avantages du Cagadou. Hein? Quand on va au Cagadou comme ça, on peut saluer les facteurs qui est en train de passer un vélo comme ça. On peut arriver à voir s'il fait beau ou s'il pleut à travers le cœur qui est creusé dans le bois. Tout ça. Bon, d'accord, pour se torcher, il y a des bouts de journaux, d'accord, mais bon, d'accord, il y a aussi des inconvénients. Ça, je le reconnais. Imaginons, vous sortez la nuit, puis il y a un râteau qui traîne. Ça s'arrête pas. Hein. Tu te le prends un peu le poids, mais il peut aussi que tu mettes le pied un peu trop à droite, et là tu mets le pied dans le semis de radis de la grand-mère, et si tu mets le pied un peu trop à gauche, oui, c'est l'endroit où s'égouttent toutes les nouilles de la midi, tu vois, tu repars avec les nouilles de la maison. Et puis le froid. Quand les gens soufflent entre les planches, c'est pas rien. Tu ne risques pas de venir à les reparimattre. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, Gilou, quand il a vu que son père n'avait pas décidé de faire le lycée, il a dit, lui, il a pris l'initiative. Et le lundi matin, quand le bus scolaire est venu pour le récupérer, avant de prendre le bus, comme ça, il est allé au Cagadou, comme ça, il a poussé. Il a tiré, il a poussé, il a tiré, et à force de pousser, de tirer, voilà, tout ça, il est descendu dans le ruisseau qui allait alimenter la pisciculture de l'anglais. Voilà. Et puis là, le bus est arrivé, il est monté dans le bus, il connu, je t'en prie. La semaine est passée. À milieu de la semaine, il avait pour habitude d'appeler sa mère. Vous connaissez? Ça va bien? Oui, ça va bien. Vous savez? Oui, nous on va bien. On s'est fait bon, ah, si, il a mis la main de Fanou, de Gilou, il dit, tu sais le petit Fanou, ben, quand il était allé, ses parents sont allés à l'école, faire des courses, il le laissé tout seul, il est monté sur le cerisier, il a coupé la branche du cerisier. Et puis pas d'autres nouvelles. Bon, ce qui fait que la semaine s'est terminée, il est rentré à la maison, il a retrouvé son père et sa mère dans une cuisine, la mine un peu tirée, quand même. Bon, ça, c'est arrivé. Dans les couples, des fois, c'est pas toujours vrai. Donc, il dit, mais ça va? Dis-moi, garçon, dit son père, tu sais pas, par exemple, qui c'est qui nous aurait détruit le Cagadou? Le petit Fanou, c'est pas sympa, Gilou. Le petit Fanou, peut-être. Mais enfin, le petit Fanou, il a 6 ans. Hein? Non, pour bouger comme ça, un truc comme ça, quand même, il faut, tu vois, un garde de plus costaud, dans les genre 14-15 ans, moi, si tu vois ce que je veux dire. Il voit très bien ce que je veux dire, mais il est dans le mensonge. Non, mais rien, quoi. Et puis, elle t'a raconté, ta mère, le petit Fanou, ce qu'il est arrivé. Hein? Il est monté dans l'arbre, dans le cerisier. Il avait une scie. Et c'était rigolo parce que quand il sciait la branche, ça faisait des vacillures. Il a tellement bien scié la branche que ça me s'est arraché. L'arbre s'est partagé en deux, on a dû l'abattre. C'est l'arbre. Hein. Et voilà, et pas d'autre histoire. Du coup, Gilou, non, c'est pas moi. Bon, finalement, t'as raison, papa, c'est moi. C'est moi qui ai détruit le Cagadou. Et là, il s'est retroussé les manches, son père. Tu as filé une calotte au bois, mais genre le truc, tu vas en tol avec lui. Il a retrouvé le cul par terre, le Gilou. C'est pas tellement la douleur, mais
la contrariété, quoi, le fait. Mais papa, tu m'as dit que le père à Fanou, quand il a raconté son histoire, il l'a même pas battu, il a rien fait. Ah, mais je ne retire pas ce que je dis. Sauf que le petit Fanou, quand il a signé la branche du cerisier, il n'y avait pas son père sur la branche du cerisier. Merci en tout cas d'être venus aussi nombreux, c'est sympa. Et vous êtes encore en attente de notre message. Oui. D'accord. La sortie du rond-point de la 4 voies, à Tarascon, il y a une route qui part vers la droite et qui va nous amener vers Sorat. Sorat, un village tout en longueur. À Sorat, il y avait Jeanne le Sot. Et Ingoum. Et je le fais bien. Pas trop. Mais lui, ce n'est pas un problème, c'est sa mère, qui avait d'énormes difficultés à lui confier des responsabilités. Le matin, elle te l'appelle, dis-moi, Jeanne, tu vas à Tarascon, tu vas chez la mercière et tu m'achètes une aiguille. Mais oui, je descends à Tarascon et je m'achète une aiguille. Une aiguille. Il descend à Tarascon, il achète l'aiguille. Attends. Il a gagné la journée. Et l'aiguille, il se la met dans la poche. Il part dans la poche, arrivé à Sorat, là-haut, une aiguille. Mais enfin, mais oui, maman, j'ai acheté l'aiguille, mais je l'ai mis dans la poche. Mais une aiguille, ça ne se met pas dans la poche, en fait. Ça se met là, au revers de la veste. T'es sûr de ne pas la perdre. Ouais, bon, d'accord. La semaine après, elle m'a dit, Sorat, écoute-moi, t'as vu l'assaut? La forêt est toute rouillée. Alors tu vas chez les quincailliers et tu m'achètes une magnifique faux. Ouais, d'accord, je t'achète une faux. Il descend à Sorat, il ne se perd pas déjà, à Tarascon. Donc lui, il va chez le quincaillier, il achète une faux, pour ne pas se faire engueuler, il te la met. Évidemment, quand il arrive à Sorat, la veste complètement déchirée en lambeaux, mais enfin. Écoute-moi, je vais te donner une autre chance. À un moment donné, pour la semaine prochaine, quand tu vas aller, tu vas chez les tameurs et tu vas m'acheter une magnifique bassine à confiture. D'accord? Ouais. Sauf que, quand il a oublié, parce qu'en fait, ce qu'il va acheter, il ne va pas acheter la bassine à confiture, il va acheter une brebis, une magnifique brebis. Et là, quand il la ramène dans la maison, il avait attaché une corde, et il était complètement désorienté, la brebis. Et la semaine après, donc, il est allé enfin, il a acheté la gamelle à confiture. Bon, je me lâche un peu le pinceau, le compteur, mais... ça s'appelle. Vous voyez, c'est du direct. On suit. Sauf qu'au lieu de tirer, donc, en pensant tirer l'agneau, il a tiré la gamelle à confiture. Donc, il fait que, voilà, quand il est arrivé à Sorat, la gamelle complètement cabossée. Maman, mais qui m'a donné un enfant pareil, mon Dieu, mais même vous, mon Dieu, vous n'en voudriez pas. Alors Jean se dit, et pourquoi pas? Mais en fait, moi, comment on fait pour trouver Dieu? Dieu, il faut demander au curé. Et le curé, il a Jean, écoute, pour trouver Dieu, le mieux c'est de monter là-haut, sur la journalade. Du coup, le lendemain matin, il va appeler ses copains. Il dit, et les copains, on va monter tout un tas de tonneaux au sommet de la journalade.
Il vide toutes les caves de Sourate, sachant qu'à Sourate, quand même. Il monte ses tonneaux et puis il commence à empiler les tonneaux. Et un tonneau, et deux, et trois, et cinq, et 10, et 20 tonneaux. Et là, en équilibre sur le 20e tonneau, et rajoutez un tonneau, et il n'y en a plus. Et, je sais pas moi, enlevez celui de dessous. Il l'a enlevé. Il y a un mec qui était plus con que lui. Il a enlevé celui de dessous, ce qui fait que notre pauvre Michel Saute s'est écrasé au pied de ce tonneau. Il est monté au ciel d'ailleurs, il n'a jamais dû redescendre, c'est qu'il avait sa place. Merci.